Voici le complexe funéraire le plus gigantesque jamais bâti par l'homme. Des temples fastueux bordant le Nil, des voies de procession, des tombes de nobles et 3 colosses de pierre, les pyramides de Gizeh. Frédéric est étudiante à l'école d'architecture de Marseille. Jean-Pierre Corteggiani, égyptologue, vit au Caire. Tous deux vont nous faire découvrir la plus ancienne des 7 merveilles du monde. Une merveille symbolisée par la plus grande des 3 pyramides, celle de Khéops. Une géante construite 2600 ans avant notre ère sur ce plateau calcaire aux portes de la ville. 2 autres pyramides, plus petites, ont poussé à sa droite. Si sa voisine, Képhren, paraît la plus haute, c'est parce qu'elle a été érigée 10 mètres plus haut. C'est amusant parce Donc que la lumière, première, oui, c'est la Khéops. la Khéops, c'est celle qui est dans le noir, si on peut dire. Képhren, qui est bien éclairée en ce moment, et puis Mykérinos, qui est la plus petite. 3 pyramides pour 3 rois. Khéops, ou plus exactement Khufu, le père, Képhren, le fils, et Mykérinos, le petit-fils. Quand elle est construite, la pyramide de Khéops mesure 230 mètres de côté pour 148 mètres de haut, mais depuis, elle a perdu sa pointe. Vous voyez que la pointe a disparu. Oui. Et là-haut, il y a une sorte d'esplanade, enfin, Oui. si on peut appeler ça comme ça. Et à votre avis, quelle taille ça a? Vraiment aucune Aucune idée. idée. Et bien là-haut, vous pouvez installer un petit 4 pièces largement, il y a 100 mètres carrés. Il y a à peu près D'accord. 10 mètres de côté, et il y a pratiquement 10 mètres qui ont disparu. Ces monuments funéraires aux dimensions gigantesques témoignent du pouvoir des pharaons, considérés par leur peuple comme des dieux vivants. Une vénération qui n'a pas empêché que leurs tombeaux soient profanés et même dépouillés de leurs revêtements. Seule la pointe de Képhren est encore proche de son état originel. La pointe de la pyramide de Képhren est encore en place. On peut s'imaginer que c'est la même que celle de Khéops. Oui, c'est-à-dire que le revêtement est exactement de même type. Là, on est toute la partie inférieure a disparu, donc on est en surplomb. Et il reste la pointe elle-même, qui donne l'idée d'abord de ce qui manque. Continuer par la pensée de chaque côté une ligne droite, ça fait pas mal de mètres cubes aussi. En fait, les pyramides de Gizeh ont littéralement servi de carrière à l'époque de la construction du Caire. Durant tout le Moyen-Âge, les habitants sont venus prélever les blocs de calcaire du revêtement extérieur pour édifier les mosquées et les palais de la ville. Le calcaire qui revêt la pyramide, on peut imaginer qu'il a été en couleur. C'est une des questions qui ont été posées. Sur certaines pyramides, on a l'impression, à Dachour en particulier, qu'il y a des restes de couleur. Ici, il ne semble pas. Et là, on a 3-4 blocs qui sont les blocs d'origine. On voit très bien la pente de la pyramide intacte, qui est là un petit peu usée. À côté, c'est restauré. À l'origine, la pyramide de Khéops s'élevait donc dans le ciel comme une pointe de diamant totalement blanche. Sa taille, associée à la qualité de ce calcaire parfaitement pur, conférait à l'édifice une perfection architecturale qui frappait les voyageurs. Les 2 autres pyramides étaient pareillement revêtues. Leur blancheur les faisait briller à des kilomètres à la ronde. Au cœur de chaque pyramide, les tombeaux des pharaons. Leurs richesses ont très vite excité la convoitise des voleurs. Les architectes avaient bien conçu des dispositifs pour les rendre inviolables, mais aucun n'a résisté. Et voilà, alors on rentre par l'entrée des voleurs. On se croirait dans une grotte, quoi. Ça fait presque boyau naturel, mais évidemment c'est creusé, quoi. Ici, les pillards ont eu de la chance. Au bout d'une dizaine de mètres, ils ont débouché sur la galerie de la pyramide qui les a menés directement à la chambre funéraire. Là, c'est le dernier palier, et là, c'est le couloir qui nous mène à la chambre du roi. Et voilà. Voilà le sarcophage du roi en granit, en beau granit d'Assouan. Et toute la pièce est en granit d'Assouan. Sous cette chambre du roi, située au cœur de l'édifice, 2 autres pièces. La chambre de la reine, plus petite, et creusée dans le rocher, une chambre souterraine. Elle aurait servi à abriter le corps du pharaon si celui-ci était mort pendant la construction. Celle-ci a duré près de 30 ans. Un exploit quand on songe que les Égyptiens ne connaissaient ni la roue ni la poulie. Les blocs proviennent d'ici. Cette carrière, à quelques centaines de mètres de la pyramide, a fourni les 5 millions de tonnes de pierres nécessaires à l'édifice, un des plus colossaux jamais construits par l'homme. Pour l'époque, c'est déjà une architecture hors d'échelle. C'est hors d'échelle pour presque toutes les époques. Il faut attendre très très tard dans le temps pour que quelque chose dépasse ces tailles-là. Il y a 4500 ans, à l'époque où nos ancêtres élevaient des menhirs et construisaient des huttes de bois, les Égyptiens, eux, réalisaient ces travaux titanesques en mobilisant la force de dizaines de milliers d'ouvriers. Des monuments que l'on aurait, malgré notre technologie, du mal à rebâtir aujourd'hui.
Et pour donner une comparaison, la pyramide de Khéops mesure la moitié de la hauteur de notre tour Eiffel. Avant les Égyptiens, les Mésopotamiens avaient déjà une civilisation brillante, témoin les jardins suspendus de Babylone. Mais qu'étaient vraiment ces jardins, qu'était d'ailleurs cette ville de Babylone, où se trouvait aussi la célèbre tour de Babel? Pour le comprendre, nous sommes allés découvrir les vestiges de l'ancienne cité. Ils ne sont plus en Irak, mais dans un musée de Berlin, en Allemagne. Regardez. Berlin, la capitale de l'Allemagne. Il y a 2000 ans, ce n'était qu'un village de huttes. Mais c'est pourtant ici que l'on peut observer les restes d'une des 7 merveilles du monde, les remparts et les jardins de Babylone. Et pour cela, direction le Pergamon Museum, où nous retrouvons l'archéologue Jean-Pierre Adam. Nous sommes à Babylone, bien qu'il n'y ait pas de ciel bleu, qu'on n'entende pas le bruissement des palmes. Nous sommes dans cette allée processionnelle, formidable allée de quelques 280 mètres de longueur, bordée de hautes murailles, qui conduisait à la cité intérieure dans laquelle on pénétrait par la célèbre porte d'Ishtar. Derrière cette allée monumentale et cette porte magnifiquement décorée, s'étendait donc la riche cité de Babylone avec ses monuments. La tour de Babel, haute de 100 mètres, et les palais des rois où habita notamment le célèbre Nabuchodonosor. C'est près du palais sud que se trouvaient les jardins suspendus, le long de la berge de l'Euphrate, le grand fleuve qui coulait au pied de la cité. Ce sont les archéologues allemands qui, à la fin du XIXe siècle, puis durant la Première Guerre mondiale, ont récupéré toutes ces briques colorées pour venir reconstituer ici la muraille de Babylone. Sur place en Irak, à 90 km au sud de Bagdad, il ne reste plus rien de ce merveilleux décor. Nous arrivons maintenant au pied même de cette célébrissime porte d'Ishtar, derrière laquelle se trouvait le palais du Sud. La porte d'Ishtar était entièrement recouverte de ces briques de terre cuite émaillées qui faisaient la splendeur de Babylone. Dans cette mosaïque colorée, on retrouve les dragons et les taureaux mythiques qui protégeaient la ville. Ce décor était réservé aux portes des villes. La brique cuite était également utilisée le long de l'Euphrate, évidemment, pour protéger la stabilité, la solidité du rempart. Mais on trouvait aussi ce décor, notamment sur les parois du palais, qui étaient aussi superbement décorées par des frises de lion, par des palmiers symboliques qui montaient jusqu'au crénelage. La muraille de Babylone faisait partie des merveilles du monde. Nous sommes donc authentiquement devant l'une des merveilles du monde, comme on peut l'être lorsqu'on est au pied de la pyramide de Khéops. En effet, construite 700 ans avant notre ère, la muraille de Babylone et ses jardins suspendus constituaient 2 des 7 merveilles du monde. Ce n'est que plus tard, au moment de la construction du phare d'Alexandrie, que la muraille fut retirée de la liste pour lui céder sa place. Seuls les jardins suspendus restèrent parmi les 7 merveilles. Ces jardins avaient une double fonction, bien entendu. Ils offraient tout l'agrément de la verdure, de la nature recomposée artificiellement au roi et à ses proches. Et puis c'était aussi des jardins éventuellement qui produisaient des fruits, et pourquoi pas des légumes. Malheureusement, si des pans entiers de la muraille ont pu être reconstitués, il n'y a plus aucun vestige des jardins commandés par Nabuchodonosor pour son épouse nostalgique de la verdure de son pays natal, la Perse. On dit de ces jardins qu'ils étaient suspendus. En réalité, ils étaient surélevés. Et c'est là l'exploit de leur créateur, avoir monté à cette hauteur de la terre cultivable et y avoir entretenu une végétation luxuriante grâce à un ingénieux système d'irrigation. Il y avait un système d'irrigation par noria, c'est-à-dire que des roues d'eau montaient l'eau par un système de godets qui était puisé directement dans l'Euphrate. Cette eau irriguait les jardins et retournait ensuite par des descentes d'eau qui étaient méticuleusement décrites jusqu'à l'Euphrate lui-même. Ces jardins ont marqué la mémoire des voyageurs car ils contrastaient miraculeusement avec le désert qui, rappelons-le, entourait Babylone. Malheureusement, après l'abandon progressif du système d'irrigation, les jardins suspendus disparaissent et la cité de Babylone décline peu à peu jusqu'à s'éteindre à l'époque romaine. Aujourd'hui encore, des archéologues continuent d'exhumer des ruines de l'ancienne ville de nombreux trésors d'architecture. Traversons maintenant la Méditerranée en direction d'Olympie. Cette cité grecque fut longtemps un grand sanctuaire et principalement celui du maître des dieux, Zeus. Pour l'honorer, on demanda au sculpteur Phidias de dresser une statue faite d'or et d'ivoire. Pour les Grecs, c'était le roi des dieux, le maître de la terre. En l'an 456 avant notre ère, il décide de lui offrir la plus grande et la plus belle des statues jamais faites par les hommes. Ces images, impossible de les filmer aujourd'hui. Il a fallu des années de recherche pour les reconstituer avec une précision historique.
Car sur les lieux où elle était érigée, voici ce que l'on trouve aujourd'hui. Nous sommes à Olympie, le berceau des Jeux Olympiques. Ici, à côté du stade et des gymnases, se trouvait un temple qui renfermait la gigantesque statue. Voici ce qu'il en reste. Il a été mis à bas par un tremblement de terre au VIe siècle de notre ère. Pour nous aider à reconstituer la statue sur ordinateur, Frédéric Pitou, étudiante en architecture, est allé découvrir le site en compagnie d'un archéologue. Première surprise, les dimensions du monument. Voilà, là on est devant le temple, devant sa façade est. D'ici, tu as une bonne vision de ce que voyaient les pèlerins en arrivant devant le temple. Là, je t'en montre une restitution en écorché. Donc, chaque colonne faisait un petit peu plus de 10 mètres de haut. Et au sommet du fronton, plus de 20 mètres, vraiment au sommet du fronton. 20 mètres de haut, des dimensions gigantesques pour l'époque qui font du temple de Zeus le plus grand monument du Péloponnèse. À l'extérieur, les colonnes et le toit étaient blancs, mais les Grecs aimaient la couleur. Les éléments qui soulignaient la silhouette du bâtiment étaient peints, ainsi que les statues des frontons qui représentaient des événements de la mythologie. Moi, je m'imaginais ça tout blanc, et puis là, la pierre, elle est toute poreuse. Alors, c'était construit en quoi, en fait? Oui, c'est construit avec ce calcaire coquillé qui est le calcaire local, mais elle était recouverte par un stuc qui était blanc, qui était fait avec de la poudre de marbre. Ce qui fait que de l'extérieur, on voyait un monument blanc. Ce calcaire a été extrait tout près du site. Mais pour les statues et le toit, on a eu recours à du marbre. Voilà, il y a des éléments de la couverture du toit du temple. Un marbre blanc, mais ici, il a pris un aspect gris car il est couvert de lichen. Et si le tremblement de terre a couché les colonnes comme des rondelles de saucisson, c'est à cause de leur technique de construction. Les colonnes étaient donc coupées en plusieurs morceaux. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs tambours qui étaient superposés et entre eux, ils étaient scellés. Dans ces trous-là qui sont carrés, il y avait des éléments en bois qui permettaient de joindre un bloc à celui qui était conjoint. Mais le plus extraordinaire, c'était l'intérieur du temple. Son entrée se trouvait exactement ici. Nous entrons dans la première pièce, qui était un vestibule à partir duquel on pouvait aller dans la pièce principale où se trouvait la statue de Zeus. On avait dans cette pièce principale d'abord une aire d'allée, puis un bassin de marbre noir dans lequel il y avait de l'huile, et enfin, au fond de la salle, la statue de Zeus. Zeus était représenté assis sur un trône. Il tenait dans la main droite une victoire et dans la main gauche son sceptre qui était couronné par un aigle. Ce colosse, on le doit au sculpteur Phidias. Il est achevé 30 ans après la construction du temple et fait plus de 13 mètres de haut. Le plus étonnant, ce sont les matériaux utilisés par le sculpteur. Pas de marbre, mais de l'or et de l'ivoire d'éléphant. Les parties en ivoire, c'était les parties nues, c'est-à-dire le visage, le torse de Zeus, puisqu'il était torse nu, ses bras, et tout le reste était en or. Il faut imaginer quelque chose d'assez clinquant que l'on voyait dans la pénombre de cette pièce qui n'avait aucune fenêtre. Ce qui ajoutait au mystère de l'endroit. Donc tu vois bien ici la différence de hauteur entre un homme qui est représenté ici et la statue divine dont la taille était vraiment extraordinaire. Alors c'est parce qu'elle était monumentale qu'elle a été classée comme une des 7 merveilles du monde? C'est sans doute parce que c'était la plus grande statue chryséléphantine du monde grec, qu'elle avait été faite par le plus grand sculpteur du 5e siècle, c'est-à-dire Phidias, qu'elle était dans un sanctuaire qui était reconnu par tous les Grecs, et peut-être aussi parce que, raconte-t-on, quand Phidias avait terminé de faire la statue, il avait voulu savoir ce qu'en pensait Zeus. Et Zeus, dit-on, avait envoyé la foudre qui était tombée devant la statue pour montrer son approbation et qu'il considérait que véritablement cette statue était à son image et répondait à sa majesté divine. Pendant 800 ans, les pèlerins du monde antique viennent vénérer la statue, notamment à l'époque des Jeux Olympiques. Mais à l'arrivée du christianisme, les Jeux sont abolis et la statue transportée à Constantinople, l'actuel Istanbul. C'est là que, 60 ans plus tard, ce chef-d'œuvre de la sculpture sera détruit dans un incendie. Les derniers vestiges de cette imposante statue auraient, selon la légende, disparu dans un incendie après leur rapatriement vers Istanbul.
Et maintenant, direction Rhodes, au milieu de la mer Égée. À leur arrivée sur l'île, les marins de l'Antiquité étaient accueillis par une statue monumentale de 32 mètres de haut, le colosse de Rhodes. Comment les Grecs ont-ils construit cet ancêtre de la statue de la liberté 300 ans avant notre ère? E = M6 a mené l'enquête. Voici la plus énigmatique des 7 merveilles du monde, le colosse de Rhodes. Cette gigantesque statue à l'effigie d'Hélios, le dieu soleil, a totalement disparu dans un tremblement de terre, 66 ans seulement après sa construction. C'est dans l'île de Rhodes, qui appartient aujourd'hui à la Grèce, que se dressait ce colosse de bronze construit plus de 300 ans avant notre ère. Personne ne sait exactement à quoi il ressemblait, car il n'en reste aucun vestige et aucune représentation fiable. Du coup, les hypothèses les plus farfelues ont vu le jour quant à sa forme exacte. C'est sous cette forme que pendant des siècles, on a imaginé la silhouette du colosse de Rhodes. On a cru en effet qu'il enjambait l'entrée du port de cette manière, chaque pied étant appuyé sur l'extrémité d'une jetée, bien entendu. Techniquement, comment est-ce possible? C'était pas possible, c'est une aberration, tout simplement. Une statue de cette hauteur, 32 mètres de hauteur, ne tenait pas uniquement avec la résistance des feuilles de bronze. C'était en fait une statue de pierre, c'était une tour de pierre revêtue de tôle de bronze. Le colosse ne pouvait donc pas enjamber l'entrée du port. Le doute persiste d'ailleurs sur son emplacement exact. Voici le plus vraisemblable, celui de l'actuel fort Saint-Nicolas. On y a retrouvé un vestige de marbre pouvant appartenir au socle qui supportait la statue. Un socle qui rendait le personnage de bronze plus gigantesque encore. Il faut imaginer les marins rentrant dans ce port et se trouvant au pied de cette énorme statue de 32 mètres de hauteur, qui était d'ailleurs posée sur un socle qui lui-même avait peut-être plus de 10 mètres de hauteur, donc plus de 40 mètres, qui dominait les navigateurs. C'était un spectacle très impressionnant. Ce colosse avait une autre fonction, d'ailleurs, c'était un amère, c'est-à-dire un repère qui permettait aux matelots de viser au mieux l'entrée dans le port. Une véritable prouesse architecturale. Il a fallu plus de 12 ans aux Rhodiens pour ériger le colosse. Ses traits, à l'image du dieu solaire, étaient ceux d'un jeune homme aux cheveux ondulés, le visage couronné par des rayons solaires. Malgré sa courte existence, la statue va inspirer de nombreux sculpteurs, dont Bartholdi. Il la prendra pour modèle 2000 ans plus tard pour concevoir la célèbre statue de la liberté. Et là, le sculpteur, Carès de Lindos, un Rhodien, avait d'abord bâti un énorme podium qui avait au moins une dizaine de mètres de hauteur. Et ensuite, sur ce podium, il a bâti une véritable tour de pierre. Et cette tour de pierre était traversée par une multitude de barres de fer qui reliaient entre elles les parois en tôle de bronze qui constituaient l'anatomie du colosse lui-même. Il n'avait pas fondu les tôles à l'avance, il les a fondues au fur et à mesure que s'élevait la statue. Il a donc fallu fabriquer un gigantesque moule et on coulait le bronze au fur et à mesure de l'élévation de la statue. Au total, il faudra plus de 13 tonnes de bronze pour couler le corps du colosse autour de la tour de pierre. Le géant trouvait son équilibre entre son bras dressé brandissant une torche et la lance sur laquelle il trouvait appui. Les archéologues n'ont rien retrouvé de la structure du colosse, ni métal, ni bloc de pierre. C'est pourquoi il reste un doute sur la localisation de la statue et certains s'accordent pour l'imaginer non pas à l'entrée du port, mais plutôt dominant la ville de Rhodes. Le point le plus haut de la ville où nous sommes, c'est le second emplacement possible du colosse. Je dis possible parce que aucun témoignage ne parle de l'emplacement de cette statue gigantesque. Le seul document qu'on possède, il est médiéval. Un chevalier hospitalier de Rhodes nous dit qu'on construit la chapelle Saint-Nicolas, puis la forteresse qui l'a recouvert, à l'emplacement où se dressait dans l'Antiquité le colosse. C'est le seul document qu'on possède. Le colosse gardera probablement son mystère, car si les pierres de sa structure sont peut-être là, dans la ville ou sous les flots du port, le métal, lui, a disparu. En l'an 653, une expédition arabe s'empare des énormes plaques de bronze pour les vendre à un marchand syrien. Il faudra, dit-on, une centaine de chameaux pour transporter les restes du colosse, effaçant à jamais toute trace de cette merveille du monde. Un colosse qui n'était malheureusement déjà plus debout quand la liste officielle fut définitivement dressée.
Nous allons maintenant découvrir le plus grand, le plus beau, le plus riche des temples de l'Antiquité, construit tour à tour par le célèbre roi Crésus, puis par Alexandre le Grand. C'est celui de la déesse Artémis en Turquie. Un édifice si grand qu'il abritait même un zoo en son centre. Éphèse. Située aujourd'hui en territoire turc, cette ville de marbre blanc fut l'une des cités les plus puissantes du monde grec. Nous y retrouvons l'archéologue Jean-Pierre Adam, accompagné d'Anne, une étudiante en architecture. Leur mission, nous faire découvrir ce qui fut la merveille de cette ville, un des plus beaux temples de l'Antiquité, celui de la déesse Artémis. Un temple aux dimensions si monumentales que les Éphésiens durent le construire hors de la ville. Les travaux durèrent 120 ans. Et bien voilà, cette impressionnante cuvette, c'est le souvenir d'une des 7 merveilles du monde, le temple d'Artémis d'Éphèse. Il faut imaginer devant nous cette façade avec son fronton à 30 mètres de hauteur. Le témoin qui en subsiste, c'est ce soubassement de dalles, qui est le soubassement de la façade sur laquelle se trouvaient les 8 colonnes qui ornaient l'entrée de ce monument. Édifié 300 ans avant notre ère, le temple d'Artémis mesurait 125 mètres de long pour 60 de large. Il était donc plus grand qu'un terrain de football. Les architectes l'avaient construit sur un socle de 13 marches pour donner à l'édifice une silhouette encore plus imposante. Malheureusement, aujourd'hui, il n'en reste que ces 2 colonnes, remontées par les archéologues. Alors, pour mieux nous faire comprendre la structure du temple d'Artémis, nos 2 enquêteurs vont se rendre à Didyme. On va commencer par ce petit. Dans cette ville s'élève le temple d'Apollon. Construit à la même époque et par les mêmes architectes, il est la copie conforme du temple d'Éphèse. Alors ce temple est le jumeau du temple d'Artémis. C'est l'exacte formule, étant donné que Apollon était effectivement le jumeau d'Artémis. Mignon comme tout. Ce site permet de comprendre la structure de ces temples colossaux, avec d'abord un grand vestibule empli de colonnes. Cet espace était couvert, il y avait des caissons de marbre au-dessus de nous, et ça nous conduit vers la grande porte qui donnait accès à la cour intérieure. Ici aussi, la porte de cet impressionnant vestibule s'ouvrait sur un énorme escalier qui donnait accès à la cour à ciel ouvert, entièrement décorée. Au fond de ce gigantesque espace siégeait la statue d'Apollon, à la même place que sa sœur jumelle d'Éphèse. Les colonnes de ce temple ne sont pas aussi richement décorées que celles d'Éphèse, mais elles appartiennent au même style ionique, aisément reconnaissable par ses chapiteaux. Tiens, voilà cette vision vertigineuse. On l'a que sur 2 exemplaires, il faut l'imaginer sur plus de 100 colonnes. C'est un peu l'idée que l'on devait avoir lorsqu'on était sur le stylobate du temple d'Artémis à Éphèse. Retour sur le site d'Éphèse. L'unique colonne restante a perdu ses décorations, mais sa taille gigantesque nous laisse imaginer le génie des architectes de l'époque. Il y a plus de 2300 ans, ils maîtrisaient les poulies, les grues et les échafaudages qui leur permettaient d'élever ces énormes blocs de marbre. Voilà, le seul monument en élévation qui reste ici, c'est cette unique colonne qui a été remontée, d'ailleurs pas avec ses vrais tambours, à vrai dire, ils sont un peu mélangés. On a une faible idée de la vraie hauteur, puisque chacune avait un peu plus de 18 mètres de hauteur. Là, le compte n'y est pas, il manque au moins le chapiteau, et elle fait en tout cas le bonheur d'un couple de cigognes qui sont ravis de vivre là-haut. Les colonnes, comme le reste du temple, étaient taillées dans un marbre excavé d'une carrière avoisinante. Ces blocs de pierre de plusieurs tonnes étaient taillés sur place et acheminés jusqu'au temple comme des rouleaux compresseurs tirés par des bœufs. On vient de franchir encore virtuellement la forêt de colonnes de ce vestibule d'entrée. Devant nous se trouve un grand escalier qui va descendre dans la cour. Et tout au fond de cette immense cour se trouve la statue de marbre de la déesse Artémis. Dans la plupart des temples antiques, le sanctuaire était fermé par un toit. Mais ici, il était trop vaste pour être couvert par une charpente. Les architectes en firent donc une cour à ciel ouvert, dominée par la statue de la déesse. Donc cette statue était de quelle dimension? C'était une statue probablement de 2 ou 3 mètres de hauteur. Cette déesse Artémis, dans la forme qu'elle avait ici, c'était une déesse de fécondité, extrêmement rigide. Elle portait une tiare sur la tête et on lui accrochait au cours de chaque sacrifice les testicules des taureaux qu'on avait sacrifiés sur la poitrine. Si bien que sur la statue, on a reproduit ces testicules de taureau pour bien montrer qu'elle était la protectrice de la fécondité. Oh tiens, regardez. Ah oui, ça tombe très bien, jolie découverte. Il se trouve que dans l'enceinte, dans le péribole de ce grand temple de Diane,
il y avait un véritable jardin zoologique. Artémis Diane, c'était une divinité de la nature, de la fécondité, protectrice de la faune. Et on avait aménagé tout autour une forêt artificielle, dans laquelle vivaient, on entretenait des cerfs, des biches, des sangliers et des animaux monstrueux comme ceux-là. Allez, au revoir ma cocotte, à bientôt. Allez, on la rend à sa nature hostile et farouche. Grâce aux temples jumeaux de Didyme et aux vestiges retrouvés à Éphèse, les archéologues ont donc une idée très précise du temple d'Artémis. On comprend aujourd'hui pourquoi les voyageurs de l'Antiquité étaient unanimes. Selon eux, le temple était la plus belle des 7 merveilles du monde. Malheureusement, l'avènement du christianisme lui fut fatal. 800 ans après sa construction, il fut entièrement rasé. Et on doit la découverte de ce temple à l'anglais John Wood. Cet homme effectua 75 campagnes de fouilles avant d'en retrouver les vestiges. C'est grâce à sa persévérance que l'on en sait autant sur cette merveille aujourd'hui. Nous partons en Turquie pour retrouver les traces du mausolée d'Halikarnasse. Il y a 24 siècles, Artémise, la reine du petit royaume de Carie, décide de faire construire un temple splendide et gigantesque pour accueillir la dépouille de Mosol, son frère et son époux. Euguelem-VI part à sa découverte. Les dimensions de l'Arc de Triomphe, des dizaines de statues, voici l'un des plus impressionnants tombeaux jamais construits. C'est celui du roi Mosol, édifié 350 ans avant notre ère. Nous sommes à Bodrum, sur la côte méditerranéenne de la Turquie. Cette petite ville s'appelait dans l'Antiquité Halikarnasse. C'était la capitale de Mosol. Un roi passé à la postérité, puisqu'aujourd'hui encore, tout grand tombeau porte son nom, en hommage à ce mausolée que vont nous faire découvrir Jean-Pierre Adam, un spécialiste de l'architecture antique, et Anne, une jeune étudiante. D'ici, on a une vue générale. Voilà, cette grande fosse, c'est le souvenir des fondations du mausolée d'Halikarnasse. Cette gigantesque cavité de 40 mètres sur 32 correspond aux dimensions de la base du tombeau. Un édifice qui était donc presque aussi haut que notre arc de triomphe, 40 mètres de haut. Ce sont ces dimensions exceptionnelles pour une sépulture qui ont conféré au mausolée son statut de merveille du monde, mais aussi la qualité de son décor. Le tombeau du roi Mosol avait en effet les allures d'un palais d'une incroyable richesse. Pour mieux comprendre la disposition des lieux, au moins des parties souterraines, on va descendre au fond de la cavité. Nous sommes descendus tout au fond, dans le vestibule qui part de cette antichambre. Et maintenant, nous arrivons devant l'entrée de la chambre funéraire où se trouvait le sarcophage de Mosol et le sarcophage d'Artémise. J'ai apporté des petits documents, notamment un plan schématique qui résume la silhouette de l'édifice. Ce sanctuaire à colonnade n'était pas posé sur le sol, il était posé sur un double podium. Et au-dessus, une pyramide de pierre qui était elle-même couronnée par un quadrige, un char tiré par 4 chevaux. À partir de ces plans, nous avons pu reconstituer le mausolée en images de synthèse. Un temple entouré de 36 colonnes hautes de 10 mètres, perchées sur un socle monumental. Une architecture innovante pour l'époque. Le décor n'était pas en reste, avec des dizaines de statues disposées sur 5 niveaux. Enfin, ce tombeau était couronné par le couple royal, Mosol et sa femme Artémise, qui prenaient place dans le char. Donc il y avait différents niveaux. Il y avait différents niveaux. La chambre funéraire était comme se doit souterraine et on avait bâti le monument par-dessus. D'accord. Et les colonnes qu'on voit ici? Alors tous ces tambours en totalité proviennent de la partie supérieure, là où on avait édifié un simulacre de temple. Il n'y avait pas de colonnade en bas. Entre ces colonnes se dressaient des statues toutes différentes les unes des autres, sculptées dans le marbre blanc qui recouvrait tout le mausolée. Et comme dans tout monument antique, certaines parties du temple à colonnes étaient richement décorées. Mais aujourd'hui, il ne reste quasiment plus rien de ce décor majestueux. Tombé dans l'oubli, le merveilleux tombeau a été pillé et au Moyen-Âge, la plupart des statues ont été brûlées dans les fours des habitants de la cité pour fabriquer de la chaux. C'est au Moyen-Âge, lorsqu'on a construit le château fort d'Halikarnasse, on a utilisé le mausolée comme carrière de pierre. D'ailleurs, on va aller voir ce château et on va retrouver ce qui subsiste du mausolée. C'est donc dans cette forteresse, le château Saint-Pierre, que l'on retrouve les restes du monument. La plupart des éléments décoratifs du château ont été sculptés dans des blocs de marbre provenant du mausolée. Cette porte, c'est un exemple parmi plein d'autres. Chaque fois qu'on voit ces présences de blocs de marbre, c'est de la récupération de blocs provenant du mausolée. On trouve même ici un reste du décor sculpté.
Et cette statue, elle venait du mausolée aussi? Il est assuré que compte tenu de l'extraordinaire beauté du visage, il s'agissait là de l'une des statues de marbre du mausolée. Plus sérieusement, le château Saint-Pierre possède dans tous ses recoins des vestiges du tombeau royal. C'est le cas dans cette tour où l'on distingue parfaitement de véritables rondelles de colonnes antiques. Ce bloc de marbre est encore plus facile à identifier puisqu'il s'agit d'un chapiteau ionique qui a été enchâssé et en dessous duquel on a sculpté les armoiries de l'un des chevaliers du château. Au XVIe siècle, après une ultime rénovation du château, il ne reste quasiment plus rien du mausolée d'Halicarnasse. Mais son architecture a inspiré de nombreux édifices et le roi Mosol, souverain oublié de la province de Carie, a traversé l'histoire grâce à son merveilleux tombeau. A noter qu'il existe au cimetière du Père-Lachaise une reproduction du mausolée à échelle réduite. En l'an 290 avant notre ère, Alexandrie en Égypte est l'un des ports les plus riches de la Méditerranée. Pour guider les navires, on décide d'y construire une tour gigantesque avec un feu à son sommet. Ce phare, E = M6 l'a reconstruit pour vous en image de synthèse. Alexandrie, la porte maritime de l'Égypte. En bas à droite de l'écran, l'île de Pharos. C'est là que s'est levée la dernière des 7 merveilles du monde, le premier grand phare de l'histoire. Frédéric, étudiante en architecture, est allée y interroger l'archéologue Jean-Yves Empereur, grand spécialiste du passé d'Alexandrie. À l'emplacement du phare se dresse aujourd'hui le fort de Qaït-Bey. Alors ici, on est devant le fort Qaït-Bey. Sa partie centrale, et c'est peut-être là que s'élevait le phare d'Alexandrie. En effet, cette forteresse a été construite en 1477 après Jésus-Christ par le sultan Qaït-Bey, sur les ruines du phare dévasté par un tremblement de terre une centaine d'années auparavant. Dans les parois de cette forteresse, certaines pierres en granit datent de l'époque du phare, c'est le cas de la porte ou de certains blocs enchâssés dans les murs. Donc certains textes disent que le phare constitué de marbre blanc. Est-ce que c'était la seule pierre? En fait, le texte de Strabon, qui nous décrit un peu le phare, trop peu à notre goût, parle de pierre blanche et non pas de marbre. C'est une interprétation des traducteurs. Le texte grec est très clair. Alors ça peut être tout simplement une calcarénite comme celle-ci. On n'est pas sûr du tout qu'il y ait eu un plaquage de marbre. Donc par rapport à ce bloc-ci, est-ce que cette taille-là correspond aux éléments qu'il y avait dans le phare? Ça, on ne peut pas le savoir, parce que des éléments qui ont une taille, disons, normale, comme cette colonne, ne portent pas un tampon phare d'Alexandrie. Donc c'est très difficile de l'attribuer avec certitude au phare. Ce que l'on sait, c'est que le phare d'Alexandrie, édifié 290 ans avant notre ère, résista 1600 ans au tremblement de terre. Il fut reconstruit à plusieurs reprises et on retrouve des pierres pouvant lui être apparentées un peu partout autour du fort. Mais la majorité des blocs qui le constituaient est aujourd'hui sous l'eau. Les multiples descriptions du phare rapportées par les historiens nous apprennent que l'édifice mesurait près de 130 mètres. Presque aussi haut que la pyramide de Khéops, le phare d'Alexandrie était l'une des constructions les plus grandes de l'Antiquité. Ce véritable gratte-ciel était composé de 3 étages aux formes différentes. Le premier était carré, le second octogonal et le troisième circulaire. C'est une forme qui a été reprise d'ailleurs dans de nombreux minarets. Ibn Touloun, celui qui a réparé le phare au IXe siècle après Jésus-Christ, qui l'a transformé en mosquée, a repris exactement ce même ordre pour le minaret de la mosquée qu'il a construite au Caire. Est-ce qu'on peut dire qu'il existait une statue en haut du phare? Bien sûr, on la voit très bien sur ce document qui est contemporain du phare. Il y avait une statue au sommet. Elle devait être en bronze. Ça devait être une statue métallique, une statue de Zeus ou de Poséidon. Elle devait mesurer près de 10 mètres et les scientifiques ont encore du mal à comprendre comment les bâtisseurs de l'époque ont pu l'acheminer jusqu'en haut. Mais le phare d'Alexandrie inaugure une nouvelle ère de l'histoire de l'architecture. Grues, poulies, leviers, les techniques employées pour sa construction sont sans doute très proches de celles d'aujourd'hui. C'est ça qui est formidable, on n'utilise plus les rouleaux et les pentes de l'époque pharaonique pour monter des blocs sur des pentes de sable ou de glaise, mais là, au contraire, c'est la démultiplication des forces. Donc c'est là aussi que ça a dû frapper les contemporains, c'est des œuvres d'ingénieurs et d'architectes. Autre prouesse technique, le fonctionnement même du phare. On ne connaît pas les types de lentilles et de miroirs utilisés à l'époque, mais ils étaient efficaces.
Le phare éclairait jusqu'à combien de kilomètres? Eh bien, d'après les auteurs antiques, jusqu'à une 60aine de kilomètres. Au début, il y avait un feu qui brûlait la nuit et une colonne de fumée qui guidait les marins pendant la journée. Et après, même quand il n'y avait plus de feu, c'est resté un amer, c'est resté un repère pour les marins qui approchaient de la côte d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie fonctionna jusqu'au 9e siècle avant Jésus-Christ, date à laquelle il fut transformé en mosquée. Mais les marins continuaient à l'utiliser comme repère visuel car sa silhouette majestueuse se découpait sur l'horizon. Et cette splendeur de l'architecture ne fut reconnue comme faisant partie des merveilles du monde qu'au VIe siècle après Jésus-Christ. Voilà, notre voyage dans le temps à la découverte des 7 merveilles du monde s'achève ici. Mais qui sait, peut-être que les futurs historiens et archéologues souhaiteront ajouter d'autres constructions à ce palmarès millénaire. Saurez-vous maintenant répondre aux questions de notre quiz? À très bientôt.